Bonjour, moi je m'appelle Carlos Pérez Marin, et moi je suis du nord de Ceuta. Je vais vous raconter un projet qu'on a développé pendant 2 ans à la ville de Ceuta, le nouveau site de patrimoine culturel de la ville. Il faut savoir que c'est un projet assez spécial parce que c'est un programme de service public d'emploi et de la ville de Ceuta. Il s'agit de faire une formation pour 15 jeunes en emploi, pas forcément liés à l'architecture. Et il faut les faire apprendre à faire des sites, à faire des scanners, à faire des modèles 3D. Et c'est ça ce qu'on a fait pendant 2 ans. Et pour comprendre la ville de Ceuta, d'abord, il faut savoir où se trouve. C'est le détroit de Gibraltar. Et pourtant, il faudrait parler de Gibraltar, d'Algeciras, de Tarifa, mais aussi de Tanger, de Casa Seguer. C'est un tout petit territoire, mais on a 93 éléments dits en espagnol BIC, bien d'intérêt culturel, et dans un territoire très 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 dense. Mais pourquoi on a tellement de patrimoine à Ceuta? Ça s'explique de cette façon-là. J'avais essayé de situer les frontières qu'il y a eu tout au long de l'histoire en fonction des civilisations qui sont arrivées à Ceuta. Et vous voyez que parfois ils sont bien au nord de l'Espagne et parfois ils sont bien au sud du Maroc. Et que parfois ils nous sont arrivés par la Méditerranée, parfois par l'Atlantique, parfois par les Sahara, parfois par l'Europe. Et il ne faut pas oublier non plus une dimension continentale que c'est fondamental, dont j'ai parlé à mes étudiants hier, c'est les réseaux des routes des caravanes qui connectaient les Sahel avec les Maghreb, avec l'Europe, mais aussi avec le Moyen-Orient. Donc Ceuta, il faisait partie, et ce n'est pas qu'il était là-bas oublié, mais c'était très important si on parle du commerce et des connexions militaires, sociales, religieuses, culturelles entre l'Afrique et l'Europe. Bien. Comment on montre un patrimoine sur un site? Surtout dans une ville à Ceuta où, pendant des années, on a fait pas mal de réhabilitation, on a fait pas mal de fouilles archéologiques, on a fait pas mal de recherches, que ce soit directement la ville, que ce soit un centre de recherche auquel j'appartiens, que c'est l'Institut de Estudios Ceutíes, où il y a énormément de conférences qui sont systématiquement enregistrées et qui sont disponibles sur YouTube. Et puis, on a pas mal de publications depuis les préhistoires jusqu'au XXe siècle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, avec toutes ces publications? Parce que les publications, oui, c'est en papier, et parfois elles sont en PDF qu'on peut télécharger, mais elles sont toutes en espagnol, pratiquement. On a décidé de mettre et de rendre tout ça public. Et pour cela, on a pris les textes, on a pris les images, et on les a mis sur Internet. De telle sorte que les plans, les photos, on peut les agrandir. On a fait une trentaine de publications qu'on avait le droit de pouvoir les publier. Mais ce qui est bien, en parlant de la diffusion, c'est qu'aujourd'hui, avec les traducteurs des navigateurs, on peut tranquillement aussi les traduire à n'importe quelle langue. Et puisqu'on sait que notre patrimoine peut intéresser aux Marocains, aux Algériens, aux Syriens, aux Sardiens, mais aussi aux Portugais, aux Espagnols, aux Français, aux Britanniques, ça nous permet de ne pas devoir tout traduire dans 20 langues. Alors, on a utilisé une série de dispositifs qui nous a permis de faire des vidéos d'intérieur. Ça, c'est les complexes culturels d'Alvaro Siza, où il a dessiné tous les mobiliers. Et tout simplement pour faire des petites vidéos. Et cette vidéo, vous pouvez les faire. Certaines vidéos, on l'a fait avec un téléphone, d'autres, on l'a fait avec une petite caméra, la DJI Pocket. On a utilisé des drones. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire un petit drone, même si c'est un peu la galère, je sais, au Maroc, à Ceuta, pareil, de demander les permis. Mais ça te permet de voir les patrimoines autrement et de pouvoir montrer des images que normalement on n'a pas l'habitude de montrer les contextes de ces fortifications du XIXe siècle, ou de montrer des bâtiments, soit tu habites dans un bâtiment autour, soit jamais tu as cette perception de ces patrimoines. Aussi des patrimoines archéologiques, un quartier du XIVe siècle,
de l'époque mérinide, dans lesquels maintenant il y a une bibliothèque et qui d'ailleurs c'est des architectes qui ont eu le prix national d'architecture l'année dernière en Espagne, c'est des architectes de Madrid. Ceux qui étaient avec moi hier, ils ont vu une petite caméra, la Insta360. On a expérimenté qu'est-ce qu'on peut faire avec un stick de 3 mètres. Et de montrer aussi, l'idée c'est de montrer toujours des points de vue, des vidéos que les gens n'ont pas l'habitude. Là, ça c'est un test, mais ça te permet comme si c'était un drone, sauf que tu n'as pas besoin de demander des permis. Et ça te permet aussi de faire des vidéos 360 degrés comme ça. C'est un endroit comme la Médina, ou hier les Soudaya, tu peux faire tout en 360, tu les mets sur YouTube et après les gens, ils peuvent regarder tranquillement. On a utilisé un scanner Leica BLK 360 qui te permet, un scanner laser qui te permet d'avoir un nuage de points. Ça, c'est les bâtiments, les complexes d'Alvaro Siza. Et ça te permet d'avoir les nuages de points avec lesquels, après, on peut travailler par la suite, que ce soit avec AutoCAD Revit ou avec la technologie BIM qui s'impose un peu partout. Et nous, on a scanné près de 180 façades des bâtiments. On a nettoyé, on a coupé certains, on l'a fait aussi à l'intérieur. Et maintenant, chaque façade, on l'a mis sur les sites et on peut les télécharger. Les propriétaires, les architectes qui doivent faire des rénovations, ils peuvent les télécharger. Et comme ça, c'est de l'argent public et on rend toute l'information publique. On a utilisé des logiciels qui sont payants, mais d'autres comme celui-là, c'est Cloud Compare, c'est gratuit. Et normalement, c'est toujours mieux si on passait de toutes ces marques qui coûtent vraiment un poignant. D'autres dispositifs qu'on utilisait, c'est un scanner à lumière structurée qu'on utilise dans tous les musées pour pouvoir faire des gémeaux numériques. Et on n'a pas tout numérisé, bien évidemment, parce qu'il y a des milliers de pièces archéologiques à Ceuta. Mais surtout, c'est une façon de montrer aux autorités quel était le potentiel de tous ces outils-là. Ça, c'est de ces sites archéologiques dont je vous ai montré du XIVe siècle, où il y a une petite exposition et on a scanné, je ne sais pas, 300, 400. On peut scanner aussi des peintures. Ça, c'est des peintures murales du XIVe siècle, qui après, on peut traiter et introduire dans la modélisation 3D qu'on a commencé à faire. Tout ça, on l'a mis sur Sketchfab et on peut regarder tranquillement tous ces objets qu'on avait scannés, qui avaient été publiés dans des bouquins. On a des petites notes. Mais maintenant, on peut beaucoup mieux apprécier ce qu'on a comme patrimoine. Il y a des pièces à Ceuta qui ont été exposées au musée Mohamed VI de Rabat, au musée archéologique national de Madrid et même au Louvre de Paris. Alors, la base de tout ce travail-là on s'est basé sur les fiches du catalogue du patrimoine qui est dans le plan local d'urbanisme de Ceuta qui date d'il y a 3 ans. C'est un peu plus, plus proche de normalement ce qu'on fait. Dans ces catalogages, à part les biens d'intérêt culturel, les BIC, on a 93, ils sont protégés, ils ont décidé de protéger 223 bâtiments avec différents niveaux de protection. Alors, ce document, c'est un document en PDF et il y a des limites. Et ils sont pas fait trop de recherches historiques, mais ils ont rempli une fiche avec quelques éléments, quelques données qui sont trouvées, des photos actuelles, s'il y avait des plans anciens, des photos anciennes, mais 2-3 pages. Nous, on a pris ces documents-là, et comme j'avais 15 étudiants, on s'est dit, OK, on va aller plus loin, on va voir quelle est l'info qu'on trouve. Et l'info que nous, on peut produire. On a des photos anciennes qui te permettent de savoir comment était la ville. On a aussi des photos de l'intérieur, les plans anciens. Tout ça, on l'a trouvé sur l'archive de la ville, ou bien d'autres archives de l'État, ou bien du ministère de la Défense. Et nous, on a pris des photos avec les drones, sur les drones, les dossiers du ministère de la Culture des années 80. Et aussi, avec la même caméra, 360 degrés, on a fait une visite virtuelle, parce que sinon, tu n'as pas
la possibilité de voir comment un bâtiment qui a été fini dans les années 20, qui est la mairie, et comment il est à l'intérieur. Mais on a voulu aller plus loin parce qu'on a trouvé les plans de ce qu'il y avait avant. Et surtout, on a trouvé les plans d'un concours des années 80 pour l'extension. Et on a mis tous les plans qu'on a trouvés. Ça, c'est une publication de l'Ordre des architectes de Madrid. Et l'extension a été faite par des architectes qui aujourd'hui sont très connus en Espagne. Sont de Séville, Antonio Cruz et Antonio Ortiz. Et parfois, à part cette info de base, on a trouvé aussi des éléments intéressants. Ça, c'est un bâtiment des années 20. Toujours des photos de différents moments de l'année. Mais on a trouvé cette photo, il est apparu dans le numéro 1 de la revue Béton et Acier de l'année 34, où il y a des ingénieurs qui ont écrit là, peut-être ça vous dit quelque chose, Freycinet, Lossier, Salinger, Terzaghi, c'est-à-dire on parle des ingénieurs européens qui ont établi des méthodologies, des structures assez pointues en Europe. Après, ça nous a servi aussi pour nous poser des questions. Nous poser des questions parce que parfois on lit des choses et parfois on a la sensation ou on a d'autres types de connaissances qui nous disent ça, c'est pas vrai. Moi, je n'étais pas d'accord de voir cette caserne de régulière protégée parce que c'est un peu n'importe quoi. C'était fait dans les années 60 et par contre, il y avait quelque chose dans cette caserne de régulière beaucoup plus intéressant. Ces bâtiments, c'était les premiers bâtiments construits en 1925. Avant, il y avait ces petites baraques en bois et en zinc. On a trouvé les projets. L'ingénieur, il raconte de la mémoire. La mémoire aussi, parfois, c'est fondamental, même plus important que les plans. Le fait, lui, il a dit, non, ces baraques, ça ne tient pas, il faut commencer à construire des bâtiments plus solides. Le fait, lui, il avait développé dans les années 20 un système constructif qu'en béton armé. En béton armé, ça veut dire les structures, mais aussi les façades. En regardant les photos anciennes, on a vu que cette tour, ce n'est pas des années 20, c'était fait dans les années 60 comme si c'était des années 20. Or, les bâtiments qui maintenant, il est protégé, qui oui, il peut avoir un certain intérêt, mais là, dans cette caserne militaire, ce qui est intéressant, c'est ce système constructif qui a fait précisément Juan Noreña, un jeune ingénieur militaire qui a voulu s'adapter aux contraintes. Il fallait construire des logements très très rapidement et pas chers. Il fallait construire des bâtiments pour les militaires. Et on avait trouvé le mémorial d'ingénieurs de l'armée de 1928, un article qui parlait de ces systèmes constructifs. On aurait pu tout simplement mettre les PDF, mais encore une fois, comme les publications, les détails constructifs, peut-être que les gens ils n'arrivent pas à comprendre, et c'est pour ça qu'on les a dessinés en 3D. En utilisant Blender, qui aussi c'est gratuit et qui a un potentiel incroyable. Il y a encore quelques bâtiments à Ceuta qui existent, d'autres comme celui-là qui a été démoli, mais les bâtiments ces premiers bâtiments de cette caserne-là, il a été construit avec ces systèmes. Et ça, il reste toujours là-bas. Maintenant, c'est le musée de Régulière. Hein. Au fait, ce monsieur-là, imaginez-vous, vous êtes ingénieur militaire, oui, vous pouvez faire des bâtiments pour l'armée, mais à un moment donné, il avait un problème avec la paille. La paille, il était stocké dans les quais sur les ports, protégé avec une bâche, mais avec la pluie, avec l'humidité, il avait un problème. Alors, il a fait deux projets. Un, avec des voûtes en béton armé de 6 cm d'épaisseur, et puis l'autre, il a pris, cette image-là, c'est la méthode Larrucea, qui a développé un constructeur du Pays Basque, du nord de l'Espagne, pour développer à Tétouan. Et Tétouan, il disait ici, pendant le protectorat espagnol, à partir des années 20, 30 surtout, il a dit « Je ne trouve pas des gens, des ouvriers qui puissent travailler avec les bétons armés, ils travaillent avec la brique, alors je vais développer ces systèmes-là. » Il y a des bâtiments à Tétouan, à un chantier de 3 à 4 étages, avec ces systèmes. Il n'y a pas d'acier. Il n'y a pas de béton, il n'y a que de la brique et du ciment. Mais à Madrid aussi, il a construit cet élément. Je vous montre ça pour vous dire qu'au-delà de l'esthétique des façades, parfois on trouve
des éléments constructifs et des structures qui deviennent vraiment un patrimoine et qu'il faut sauvegarder aussi. Ça, c'est le même type de fortification construite après la guerre de 1860 entre l'Espagne et le Maroc. Et on a fait les scanners 3D. Là, on voit la différence entre le nuage de points et puis de faire un volume en solide. Mais là, on s'est retrouvé qu'on avait tous les projets qui ont fait les ingénieurs militaires. Ça, c'est la fin, ce que vous savez. Mais à l'époque, 1860, la typologie des fortifications en Europe, il était clair. Il y avait un peu un catalogage qu'il fallait appliquer. Sauf que les ingénieurs espagnols, ils se sont rendus compte que ces projets, ça ne marchait pas du tout dans des conditions, dans ce type de guerre. Alors, on a tous les plans avec l'évolution jusqu'à arriver à un type de fortification basé sur les tours du Moyen-Âge. Mais ces plans-là, le public en général, il n'arrive pas à les comprendre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme des petites maquettes en 3D pour que les gens puissent voir l'évolution de ces projets-là. Alors, dans l'affiche de cette fortification, on a inclus tout ce type d'infos qui peut aider à mieux comprendre ces patrimoines-là. Il y a aussi les principales fortifications de Ceuta, c'est ce qu'on appelle les murailles royales. Et c'est une fortification que ces plans-là, c'est du XVIIIe siècle, déjà avec la technique Vauban, qui était un peu partout en Europe. Mais au fait, c'est une fortification qui protégeait pratiquement toute la ville. Et c'est vraiment un lieu incroyable. Vous voyez à droite la muraille faite par les Portugais avec les bastions. Attention, c'est les mêmes ingénieurs, Benedito de Ravena et Miguel d'Arruda, qui après ils ont construit El Jadida. Et cette fossée artificielle, c'était fait par les Portugais. On savait que les Portugais, ils ont construit ça au XVIe siècle et que les Espagnols, au XVIIIe siècle, ils sont rajoutés à droite à notre bâtiment. Et après, ils ont commencé à développer au-delà des fossés, une deuxième ligne, une troisième, et la quatrième qui est disparue. Ça, c'est aujourd'hui les centres de la ville. On peut penser, voilà, c'est le XVIIIe siècle, peut-être une partie du portugais du XVIe siècle. Mais si je vous dis que derrière cette muraille, il y a la porte califale, c'est-à-dire la porte du Xe siècle de la ville, vous n'allez pas me croire. Si vous regardez bien ces petites fenêtres et puis la porte qui est à côté qui est bloquée, derrière, il y a tout ça. Je vous ai montré les scanners qui coûtent un pognon, mais parfois on n'a pas besoin de technologie. Ça, la porte, on l'a découvert qui était à l'intérieur de la muraille portugaise en 2002. En 2012, j'ai assisté à l'entreprise qui faisait les travaux de réhabilitation et moi, j'avais une petite iPad et je me suis dit, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a là-bas. Tout simplement avec un dessin et une petite vidéo, des choses que je croyais un peu inutiles. Après les archéologues, ils m'ont dit, tiens, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a là-bas. Tout ça, c'est basé sur ce qu'il y a sur place et qu'on peut voir. Alors, au fait, ces parties rouges, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est la partie portugaise qui s'adapte sur la partie jaune, que c'est la fortification du Xe siècle. Qui, à son tour, il s'appuie sur une fortification byzantine qui va de bastion à bastion. Qui, en même temps, s'appuie sur une fortification romaine, que au moins, on sait qu'il va du centre, là où se trouve la porte, jusqu'à un des bastions. On ne sait pas encore sur l'autre bastion. Et que là, on a vu comment les Portugais ont décidé de descendre le niveau du sol pour permettre de passer, comme encore aujourd'hui, d'un côté à l'autre. Alors, oui, on a fait, ça c'est l'espace. À droite, vous voyez la porte du Xe siècle, à gauche, la muraille portugaise. Là où il y a les escaliers, avant il y avait des terres, mais juste entre la porte et la muraille, il y avait un vide. C'est comme ça qu'on a trouvé. Là, si quelqu'un est intéressé, j'avais écrit un article de comment on a découvert cette porte. Alors, oui, on fait une visite virtuelle, d'accord? Mais on voulait aller plus loin. Ça, c'est le premier coude. Là, à l'intérieur, l'entrecoude. Après, tout tourne à gauche. Et normalement, tout sortait déjà à la médina de la ville. Aujourd'hui,
Bon, il y a la construction espagnole du XVIIe siècle. Mais si vous cliquez ici sur le menu, c'est ça ce qui reste de l'époque byzantine, c'est-à-dire entre le 4e et 6e siècle. En bleu, c'est l'époque almohade, 12e siècle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, bon, les Omeyyades, il y a des fours. Là, on a fait des fouilles archéologiques, on est arrivé jusqu'au niveau du sol qui était 5 mètres plus bas. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas colorées de n'importe quelle façon. En fait, c'est basé sur une étude pariétale de Pedro Gurriarán, mais que c'est très très compliqué à pouvoir comprendre. Même moi, c'est parfois il faut dire attends, je vais regarder comment je me situe. Non? Et ça, c'est aussi fondamental d'abord connaître les patrimoines et puis savoir raconter qu'est-ce qu'il y en a là-bas. Mais parfois, ce n'est pas que quelque chose qui est très ancien. Ça, c'est le phare de Ceuta, qui est rentré en service en 1855. Et c'est le 4e phare les plus anciens de l'Afrique qui marche encore. Les 3 premiers sont en Afrique du Sud. Celui de Tanger est 4 ans plus tard. Et encore une fois, oui, on peut faire une visite virtuelle, mais là, il y a des choses incroyables comme les systèmes de rotation de la lente qui pèse 2 tonnes et que, au fait, c'est un système de Henri Lepotte qui a adapté un système d'horloge, de contrepoids d'horloge pour pouvoir faire tourner la lente. On peut monter, on voit des détails hallucinants des escaliers. On voit là la machinerie qu'il fallait tourner chaque 2 heures et après ça descendait, après encore chaque 2 heures. Et les systèmes avec une cuvette en mercure qui permettait, et encore aujourd'hui, tu peux prendre la lente que vous allez voir maintenant, vous pouvez la bouger avec les mains du temps sans problème. C'est une pièce de génie incroyable et que c'est en rapport avec le phare de Tanger, avec celui de Tarif et avec celui de Tanger. On a trouvé les plans nationaux pour la construction des phares dans toutes les côtes espagnoles. On a trouvé les plans de la lente. On a raconté brièvement qu'est-ce qui s'est passé avec la lente originale, que c'est celle-ci qui maintenant est au musée maritime de Barcelone, parce que l'originaire s'est échangé en 1916. Et après, on a scanné des éléments qui se gardent là-bas et qui allumaient les phares à différents moments de l'année et comment cela a évolué. Et ça, on l'a fait avec cet scanner à lumière structurée. Et les dernières fiches que je vais vous montrer, c'était un défi parce que c'était raconter un site archéologique surmarin. En 1693, 2 navires français, l'Assuré et les Sages, se sont écoulés sur les côtes de Ceuta. Et on a voulu raconter pas que les pièces qui restent, qui ont été retrouvées, mais aussi tous les efforts de recherche qui ont fait, surtout notamment un monsieur qui s'appelle déjà décédé, Juan Bravo, qui était marin et menuisier, pas archéologue, mais il faisait beaucoup de la plongée. Et quand ils ont découvert ça, fin des années 60, en 1970, ils ont présenté un projet pour pouvoir sortir les canyons et tous les objets qui sont trouvés là-bas. C'est-à-dire, c'était ni des archéologues, ni des historiens, ni des architectes. Ils aimaient la plongée, ils avaient de la curiosité. Et ce n'est pas qu'ils sont sortis tous ces éléments-là. Ils se sont mis en contact avec des archéologues navals français, qui au fait, ils l'ont filé, et puis lui, il nous a filé son fils, il nous a filé à nous, les plans en disant, voilà, il n'y avait pas un plan de ces navires-là, mais je vous file les plans du navire qui a été fait plus tard, et vous pouvez l'utiliser pour essayer de faire un modèle en 3D. Mais aussi, il faut raconter l'histoire de 16 navires qui partent de Toulon et qui vont vers Brest pour rejoindre l'armée française qui essayait de conquérir les îles britanniques. Sauf que dans le détroit, il y a une tempête de Chergy et 2 bateaux se sont écoulés. Alors, avec ces plans dont j'ai parlé, on a fait un modèle en 3D. Toujours avec Blender.
Après, tu peux faire des coupes transversales, longitudinales. On a dessiné les structures. On a acheté un bouquin avec 140 plans avec lesquels on pourrait reconstruire pas ces bâtiments, pas ces bateaux, mais les suivants. On a scanné cette fois-ci avec les téléphones les canyons qui restent encore en bronze et aussi en acier. Et déjà avec les bons scanners, on a scanné toutes les pièces qu'on est sorti de là-bas, les pièces céramiques, des planches, des plombs qui protégeaient la coque d'un mollusque. Et après, il y avait un bouquin comme ça avec toutes les recherches. On les a mis là-bas. Ce monsieur-là, je répète, marin et menuisier, il a changé des théories des éléments de l'époque romaine que des archéologues italiens imaginaient d'une façon, mais lui, il a dit, tiens, cet objet récupéré, je veux fabriquer la partie en bois qui manque, et en suivant les théories des chercheurs italiens, il a dit non, ça ne marche pas. Et puis, il a essayé de le faire et finalement, il a changé la théorie de l'ancrage de certains éléments avec des pièces en bois. Il est devenu une référence vraiment dans l'archéologie sous-marin en Espagne. J'insiste, en marin. Bien. Et au fait, les sites, pour nous, c'était un défi de comment... Parce qu'on a analysé tous les sites de patrimoine des régions en Espagne, aussi des villes de Provence, et la plupart sont des sites de tourisme. Et nous, on s'est dit, est-ce que c'est possible de faire un site qui puisse servir aux curieux, aux touristes, pour avoir une idée de certains éléments du patrimoine, mais aussi pour les experts. Comme vous avez vu, ce bouquin-là, c'est assez dense, c'est surtout pour les archéologues. Maintenant, tout le monde a accès à l'art. Et parfois, on ne peut pas rester dans la surface. Et on peut aller plus loin parce que parfois il y a des gens qui ne sont pas des experts, mais quand tu facilites cette info comme l'époque califale, les gens ils vont regarder et surtout ce qui est plus important, ils vont comprendre. Et cette site, on l'a fini. Maintenant, on va encore rajouter, on va corriger pas mal des choses. Et les mois derniers, on a commencé notre programme de 12 ans. Et ce qu'on va faire, ça va continuer à numériser les patrimoines, mais surtout on va faire les sites web du musée archéologique de Ceuta, qui n'existait pas en tant que bâtiment encore. C'est une façon de pressionner aux autorités qu'on a un patrimoine archéologique tellement riche que ça vaut le coup d'avoir un musée. Mais il ne s'agit pas non plus de scanner des pièces, qui c'est bien, et de pouvoir les rendre accessibles. Mais on a le défi de comment expliquer un site préhistorique. On a aussi le défi d'expliquer la Madrasa al-Jadida de l'époque mérinide, il y a une qui est très proche d'une qui est à Fès. C'est-à-dire, on veut expliquer des choses et de rendre le patrimoine accessible et que les gens puissent apprécier cette richesse que nous avons. Et pour finir, moi j'étais le directeur de ce programme-là, mais je n'ai pas travaillé seul. On était 17 personnes, 15 jeunes. Et il faut remercier aussi à tout le monde de la mairie, des archéologues, des architectes qui nous fournissent des infos et que aussi ça nous a fait réfléchir. Et maintenant, je pose la question sur certains patrimoines, si c'est vraiment ça vaut le coup, ou d'autres patrimoines qui vraiment c'est beaucoup plus important de ce que l'on croit. Hein. C'est bon, merci.